Ça fait un long moment que l'idée d'un champion dont la magie serait basée sur son talent artistique existe chez Riot. Les premières mentions d'un mage d'encre remontent à plusieurs années, et leur directeur artistique, Jem Lim, a avoué « J'attendais secrètement le moment où nous créerions un mage artiste ». Et puis, c'est un super concept. L'écrivaine narrative du personnage, Issa Marie, ou Orchidian, nous dit « Lorsque nous avons évoqué la possibilité d'un mage artiste, tout le monde a été séduit par cette idée. » Et avec Wei, l'équipe des champions souhaitait également terminer l'année sur une note de complexité. Ce qui explique son kit avec 10 sorts différents qui nécessiteront un niveau de maîtrise plus élevé que la moyenne. Mais il n'y a pas que son kit de sorts qui soit complexe. Dans le lore, son passé, sa personnalité et ses relations avec les autres le sont aussi. Et je vous propose de découvrir ça ensemble. Wei est né à Koyen, une petite île ionienne au nord-ouest du territoire sur laquelle se trouvait un célèbre temple où l'on enseignait la magie artistique. Wei était l'héritier de ce temple et a été plongé dès le plus jeune âge dans la découverte artistique. Les maîtres du temple mettaient l'accent sur la précision et l'équilibre, qui sont les atouts indispensables pour maîtriser cette magie si particulière. Mais l'imagination débordante et les fortes émotions de Wei rendaient son utilisation de cette magie dangereuse. Un jour, lors d'une démonstration pour ses maîtres, il a peint la mer de Koyen, mais a perdu le contrôle. Il a invoqué des torrents d'eau qui ont emporté et failli tuer ses maîtres. Normalement, ce genre d'incident méritait l'exil, mais il ne pouvait pas bannir l'héritier du temple. À la place, ils ont surveillé Wei de près pendant ses apprentissages, le poussant à se restreindre et le guidant vers des pratiques plus conventionnelles. Wei les écoutait, mais cette force qu'il avait au fond de lui l'intriguait, l'inspirait même, et il ressentait le besoin d'exprimer ses émotions et son imagination à sa façon. N'importe quel artiste vous le dira, des fois, il faut se laisser aller. Orchidian nous l'explique d'ailleurs. Il a un besoin chronique et magique de partager ce qu'il ressent et ce qu'il imagine. Ce lien thématique renvoie à sa source de pouvoir, à savoir le pouvoir d'expression et le fait de ne rien cacher de ce qu'on ressent au fond de soi. Wei a donc commencé à pratiquer son art véritable en secret pendant la nuit, pour éviter de blesser ou alerter les autres, mais rester néanmoins fasciné et même parfois effrayé par sa propre puissance. C'est un génie artistique, clairement, mais il reste humble. Il pense sincèrement qu'il est l'un des artistes les plus talentueux de son époque, mais ne l'avouera jamais, affirme Orchidian. Malgré cette dualité entre la restreinte et l'expression explosive, Wei s'épanouissait au temple et se conformait aux règles et traditions de ses maîtres et de sa communauté. Il passe ainsi son existence à vivre dans cette dualité, entre peindre ce que l'on attend de lui et ce qu'il a appris, et peindre seul, selon son style extrêmement expressif et émotif. Cependant, sa vie a été totalement chamboulée le jour où un artiste renommé s'est rendu au temple, soi-disant pour affûter son art. Il s'agissait de Kada Jin, avant qu'il ne soit connu pour ses crimes et surnommé le démon doré. Jin a passé tout l'été sur l'île, temps durant lequel Wei lui a servi de guide, et ils sont même devenus amis. Ils partageaient leurs points de vue créatifs et, malgré leurs différences, Wei reconnaissait la virtuosité de Jin. Mais Jin savait que Wei lui cachait quelque chose, et le dernier jour de son séjour sur l'île, il l'a poussé à montrer ses véritables talents et toute l'étendue de ses pouvoirs. Réticent au début, Wei a finalement accepté et s'est laissé aller. Des décennies d'entraînement guidèrent son pinceau. La nuit prit vie, colorée par le lumineux infini de son esprit. Les émotions le submergèrent, harmonieuses et viscérales. Et Wei les accueillit. Partager ses visions interdites avec quelqu'un d'autre l'exaltait et illuminait la puissance de son art. Connexion, inspiration, création sans contrainte. Jin assista à tout cela. Puis, les prunelles illuminées et le timbre indéchiffrable, il fit ses adieux, expliquant qu'il partirait au matin pour voir fleurir les lotus. Le lendemain, au réveil, Wei et les autres artistes découvrirent une série de tragédies. 4 peintures historiques avaient été détruites. 4 cadavres, les maîtres que Wei avait presque tués dans sa jeunesse. Surtout, les 4 premiers niveaux du temple avaient pris feu.
L'horreur de ce qui s'était passé a frappé Hui au plus profond de lui, et il n'a pas su contrôler ses émotions. Autour de lui, un déferlement de magie aux couleurs électriques a eu lieu, détruisant encore plus le temple, qui a fini par s'effondrer. Seul Hui a réussi à s'en sortir vivant. C'était terrifiant, c'était magnifique, c'était de l'art. Réalisant son sombre potentiel, destruction, dévastation, tourment, Hui ressentit la même horreur et la même fascination que dans sa jeunesse. Épuisé et rongé par la culpabilité, il prit le deuil. Pourtant, son imagination ne cessait de revivre le moment du désastre. Ce jour-là, Hui et les villageois enterrèrent les morts. Désormais, la nuit, Hui revenait parmi les ruines et peignait, sa palette prenant la forme du blason de Koyen, celui-là même qu'il portait sur son cœur. Au cours d'une de ces nuits, Hui découvrit les vestiges d'un piège sous les décombres. Il avait la forme d'une fleur de lotus. Hui comprend alors enfin que c'était Jin qui était à l'origine de la destruction de son temple. Et cette découverte va le traumatiser à jamais. Mais d'un autre côté, ça va le libérer. Il ressent une panoplie d'émotions. La peur, la tristesse, l'horreur, mais aussi l'émerveillement. Une question brûlait en lui. Pourquoi? Mais voulait-il vraiment la réponse? Ou était-il plus sûr de refouler ce besoin? Il pouvait rester ici, avec son peuple, l'aider à reconstruire, ou... Emportant à peine plus que sa palette et son pinceau, Hui quitta l'île, laissant derrière lui sa communauté. Orchidian nous explique la pensée de Hui concernant Jin. Cet homme l'a trahi et n'est pas celui qu'il pensait. Mais en même temps, il a été témoin et a compris la puissance que dégage son art, comme personne auparavant, et il lui a même montré comment la renforcer. C'est un aspect que j'aime beaucoup dans cette histoire. On peut voir un autre côté de Jin. Oui, c'est un meurtrier sans état d'âme, mais il a tout de même passé un été entier à se lier d'amitié avec Hui. Au fond, Jin est tout simplement un artiste passionné. Le seul problème, c'est que sa façon d'exprimer son art, c'est en tuant des gens. Mais malgré tout, Hui arrive un peu à le comprendre. Hui a connu une grande perte, mais il en est ressorti en tant qu'artiste, et non en tant que vengeur ou cynique. Il affronte sa profonde tristesse et ses tourments à travers son art. Depuis, Hui a appris que les réponses qu'il cherche lui viennent quand il révèle aux autres toute l'étendue de son art. Il traque les individus les plus noirs dans les recoins les plus obscurs d'Ionia, lâchant sur eux des scènes de souffrance qui lui permettent de mieux comprendre sa propre douleur. Mais il se tourne aussi vers les victimes d'Ionia pour créer avec elles des temps de tranquillité et de méditation. Encore une fois, on retrouve cette dualité emblématique du personnage. Il est à la fois punitif et vengeur dans la destruction, mais aussi empathique et altruiste dans la création. Voilà pour son histoire. Certaines personnes spéculaient que Hui aurait un lien avec des démons, un démon de la tristesse ou de la mélancolie peut-être, mais Orchidian elle-même a précisé qu'il n'avait pas de lien avec les démons ou même les Asakana de Runeterra. Elle a même fait un petit jeu de mots en disant que le seul démon en rapport avec Hui, c'était le démon doré, Kada Jin. Par contre, vous aurez peut-être remarqué que lors du désastre causé par Jin, il a détruit 4 tableaux, tué 4 maîtres, brûlé 4 étages de temple, mais c'est tout. Jin fonctionne par 4, toujours. Où est donc la 4e tragédie de son œuvre d'art? Est-ce que c'est Hui lui-même et le tourment que lui ont infligé les 3 premiers? Est-ce que Jin n'a pas encore terminé son œuvre et il reste encore quelque chose de terrible de prévu? Eh ben, ce côté flou et incertain, c'est fait exprès. Orchidian a expliqué que son but, c'était que nous aussi, nous nous posions les mêmes questions que Hui. Pourquoi était-il le seul survivant? Est-ce que Jin a autre chose de planifié pour lui? Qu'est-ce qu'il est censé faire maintenant? C'est une façon de nous permettre de mieux se connecter au personnage. Aussi, le fait qu'il y ait eu ces 3 tragédies, ça pourrait être la raison pour laquelle Hui est lui-même obsédé par le chiffre 3. Dans sa cinématique, on le voit à un moment entouré de 3 mains de 3 couleurs différentes. Quand on veut utiliser un de ces spells, 3 options s'offrent à nous.
Et in-game, il y a une mission spéciale lorsque Hui et Jin sont dans des équipes opposées. Et si Hui arrive à tuer Jin après le niveau 11, il obtient 3,33% de pénétration magique. Comme je le disais au début de ma vidéo, c'est vraiment un personnage complexe à tous les niveaux. Et Riot a même trouvé un moyen d'exprimer cette complexité à travers ses voice lines. Au début de la partie, Hui sera soit sur une voix sombre, soit sur une voix lumineuse. Et au fur et à mesure de la partie, il aura des voice lines qui reflèteront la voie sur laquelle il se trouve. De plus, dû à son fort lien à Jin dans le lore, s'il y a un Jin dans son équipe ou en face, il aura une ligne de dialogue supplémentaire. Ces différentes voice lines auront une chance sur 3 d'arriver, et auront lieu à 3 moments spécifiques dans la partie. Son premier déplacement, lorsqu'il passera son ultime au rang 1, et lorsqu'il passera son ultime au rang 2. Voici les voice lines en question. Quelque chose de noir vit en moi, depuis toujours. C'est toi qui l'as mis en lumière, Jin. Il y a de la lumière en moi. Je ne dois pas la perdre de vue quand tu fais ressortir ma noirceur, Jin. Cette obscurité prend forme. Jin, affronte-la avec moi. Je vois destruction et désespoir. Une vision partagée, Jin. Ma lumière est de plus en plus vive. Ne détourne pas les yeux, Jin. Je comprends. La connexion se fait par l'art. Alors regarde-moi, Jin. C'est une façon discrète mais très sympathique de donner un peu plus de profondeur au personnage et représenter son esprit conflictuel. Et j'espère que ce genre de travail sur la voix des champions in-game sera réutilisé dans le futur. Quant aux interactions avec les autres champions, Hui parle essentiellement avec les champions ioniens, en évoquant les tons et couleurs qu'il voit lorsqu'il les rencontre. Voici les voice lines en question, ainsi que quelques explications pour les contextualiser. Les Ioniens savent distinguer la lumière de l'obscurité. À quel camp appartiens-tu? Déjà, c'est une référence à sa propre dualité entre lumière et obscurité. Mais en règle générale, tous les Ioniens sont concernés par ce yin et yang à cause de l'invasion noxienne. À Ionia, tout est question d'équilibre. Quelque chose pleure toujours en toi, Ahri. Blanc, comme les nuages et la glace. Il n'est plus nécessaire que tu souffres, Ahri. C'est une référence à quand Ahri a perdu le contrôle de ses pouvoirs et tué son amant, qui était d'ailleurs un artiste lui aussi. Ahri était tellement chagrinée par cet événement qu'elle a failli partir effacer sa mémoire au jardin de l'oubli. Tes couleurs sont crépusculaires, Akali. Qu'adviendra-t-il de toi au matin? Du crépuscule à l'aube, Akali. Le crépuscule, c'est la limite entre la nuit et le jour. Et ici, c'est une référence à l'équilibre et son passé avec l'ordre Kinkou. Elle a quitté l'ordre pour faire sa propre justice aux Noxiens envahisseurs parce qu'elle ne supportait pas la politique pacifiste des Kinkou. Nous avons transformé l'art en arme, Irelia. Que penseraient nos familles? La danse des lames de Irelia était à la base une danse de la soie, une forme d'art traditionnel de sa province. Pour défendre son territoire, elle a dû en faire une arme. Jin, tu m'as ouvert les yeux. Tu n'échapperas pas aux conséquences. Ferme les yeux, Jin. Repose auprès du feu que tu as allumé. Bon, là, pas besoin de l'expliquer, on vient de couvrir le lien entre Hui et Jin dans le lore. L'esprit d'Ionia ne peut me guider, Karma. Je dois suivre ma propre lumière. Karma est l'avatar de l'esprit d'Ionia, la chef spirituelle qui guide le pays en gros. Mais Hui, comme expliqué avant, essaye de trouver sa propre voie, que ce soit la voie sombre ou la voie lumineuse. Tes yeux te révèlent, Kennen, sage et sauvage. J'avoue que cette histoire de yeux, je ne suis pas sûr de là où ça vient. Peut-être une référence à la voice line de Kennen, ses yeux ne mentent jamais. Mais par contre, sage et sauvage, oui. Kennen, c'est un pilier de l'ordre Kinkou, qui leur fait part de sa sagesse depuis des siècles. Mais c'est également un Yordle, qui sont très reliés à la nature et au royaume spirituel, et donc sont sauvages. Kain, tu irradies le rouge et le bleu. Kain, si seulement tu avais accepté le mélange. La forme bleue de Kain, assassin de l'ombre, ou la forme rouge de Rast, là c'est assez explicite. Par contre, cette idée de mélanger les couleurs, ça suggère qu'il y aurait un monde où Kain et Rast fusionneraient pour ne devenir qu'une seule entité, un petit peu comme Varus avec Kai et Valmar. Lee Sin,
ces couleurs toucheront ton esprit. Ça, c'est sympa. Lee Sin étant aveugle, il ne peut pas voir l'art et la peinture. Mais la magie de Hui est une magie spirituelle, ce qui lui permet quand même de la partager avec Lee Sin via son esprit. Nous avons vu les cendres remplir le ciel, Yi. J'espère que nous oublierons ces matins gris. Repose en paix, Yi. Tu es de nouveau avec ton peuple. Le village Wuju d'où vient Maître Yi a été totalement détruit par l'armée noxienne grâce à des bombes chimiques conçues par Singed. Il n'y a eu aucun survivant autre que Maître Yi, et à ce jour, la terre sur laquelle se trouvait le village reste corrompue. C'est un souvenir triste, d'où le gris. Laisse-moi t'interroger, Seth. Tu as des informations dont j'ai besoin. Alors ça, c'est assez inattendu. Ça peut être parce que Seth, étant une personne très influente avec beaucoup de connexions à travers Ionia, pourrait avoir des informations à propos de Jin et permettre à Hui de le retrouver. Ou alors, c'est une référence au dernier paragraphe du lore de Hui, quand on nous dit qu'il traque les individus les plus noirs pour lâcher sur eux des scènes de souffrance qui permettent à Hui de mieux comprendre sa propre douleur. Mais aussi qu'il se tourne vers les victimes d'Ionia pour créer avec elles des temps de tranquillité et de méditation. Peut-être que interroger Seth est une façon de dire qu'il veut l'aider ou l'attaquer avec son art. Shen, tu es devenu aveugle au chagrin, à la joie, à la vie. Vis pleinement ta prochaine vie, Shen. Pour garder l'équilibre entre le royaume matériel et le royaume spirituel, Shen doit être impartial et éviter de se laisser guider par ses émotions. Totalement à l'inverse de Hui, qui ne cherche que à exprimer les siennes. Lui dire qu'il est aveugle alors qu'il est l'œil du crépuscule est une belle touche aussi. Sona, ta musique est ta voix. Parle avec moi. Sona, c'est une artiste également, et Hui veut se rapprocher d'elle pour qu'ils puissent partager leur art. Je connais ta puissance, Syndra. Les profondeurs de ta souffrance, de ta rage. La magie de Syndra, c'est grossièrement la matérialisation de ses émotions négatives. Elle est remplie de tristesse et de colère. Et elle est tellement puissante que l'esprit d'Ionia a dû l'enfermer dans un lac souterrain et la maintenir endormie pendant des siècles. Hélas, la tristesse cherche toujours une compagne, n'est-ce pas? La compagne de Vex, c'est Ombre. Il n'y a pas de vraie raison pourquoi Hui et Vex auraient à se rencontrer, mais bon, ce sont tous les deux des champions mélancoliques et basés sur les émotions, alors j'imagine qu'il fallait bien trouver une ligne de dialogue entre les deux. La culpabilité nous engloutit peu à peu, Yasuo. Yasuo a tué son frère. Il se sent coupable pour ça, tout le monde le sait. Par contre, la phrase en anglais, c'est « Guilt covers us layer by layer, Yasuo ». Donc, la culpabilité nous recouvre couche par couche. Et là, ça devient plutôt une référence à la peinture quand on applique plusieurs couches de peinture. Dommage d'avoir raté ça pour la traduction, pour le coup. Nous portons tous un fardeau, Yone. Mon esprit, ton masque. Là, il n'y a rien de particulier à analyser. Yone porte un masque, Hui porte son désespoir. Bon. Nous avons beaucoup en commun, Zed. Sors des ténèbres et vois cela toi-même. Désormais, Zed, nous sommes tous les deux seuls dans notre ombre. Zed aussi utilise une magie dangereuse, et il est allé à l'encontre de son maître pour le faire. Cela dit, Hui est plein de couleurs, alors que Zed, c'est le noir et les ombres. Ce qui reste néanmoins très important en peinture. Voilà tout. Comme Riot l'a annoncé il y a quelques semaines, ils ne vont pas faire de color story pour accompagner la sortie de Hui. Et c'est certainement pour ça qu'ils ont mis plus d'efforts dans les dialogues et qu'ils lui ont donné un lien si fort avec Jin. J'avoue que j'aime bien, mais je reste quand même déçu de cette décision d'arrêter les color story. En plus, Hui étant peintre, color story, c'est dans le thème. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un format un peu différent par rapport à mes autres vidéos histoire complète de champions, mais comme Riot change leur façon de faire, je m'adapte. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner et à la prochaine!